Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans ce numéro de votre émission Avis de la diaspora sur les antennes d'Afro-Web TV et sur les antennes afférentes. Nous sommes très honorés encore une fois d'être en ligne avec vous pour ce nouvel épisode de votre émission. La dissolution de la commission électorale suscite aujourd'hui de vives réactions et soulève de nombreuses interrogations au sein de l'opinion publique. Institution clé dans l'organisation et la transparence des élections, son rôle est au cœur du fonctionnement démocratique. Pourquoi cette décision a été prise? Maintenant, quelles sont les conséquences pour le processus électoral et la confiance des citoyens? S'agit-il d'une réforme nécessaire ou d'une source inquiétante ou une inquiétude pour la démocratie? Dans cette émission, nous allons décrypter les enjeux et analyser donc les implications politiques, juridiques et donner donc la parole à notre invité de ce jour. Vous le connaissez, c'est un visage connu donc du monde médiatique et surtout, il est enseignant, chercheur, président de la FIDOP. Je suis très honoré de recevoir dans cette émission, chers amis téléspectateurs, amis internautes, notre invité de ce jour, Dr Boga Gervais. Bonjour, comment allez-vous? Oui, bonjour cher ami, je salue le monde entier, mais particulièrement l'Afrique, et puis précisément la Côte d'Ivoire qui suit cette émission parce que elle détaille le sujet valant donc l'importance de ma présence ici aujourd'hui. Docteur Boga Sako Gervais, nous sommes très honorés de vous recevoir dans cette émission pour comprendre surtout les enjeux de cette dissolution. Nous irons de seconde partie pour parler donc de la relève, si vraiment la relève est assurée en politique après donc le président Ouattara. Et sans oublier, chers amis téléspectateurs, la moindre chose, comme j'ai l'habitude de vous demander, c'est de partager cette émission en connaisseur que vous êtes. Vous êtes au bon endroit pour disséquer les thématiques qui vous intéressent. Et donc, je vous donnerai aussi 2 minutes pour discuter avec Dr Boga Sako Gervais, poser vos questions, intervenir sur des points qui seront tellement saillants. Alors, Dr Boga Sako Gervais, la première question que je voudrais vous poser pour entamer cette première partie, quels sont les enjeux politiques concernant donc cette dissolution de la CEI? Merci. Les enjeux politiques sont colossaux et j'allais dire de taille pour la Côte d'Ivoire. Chers amis, la commission électorale indépendante, c'est la clé de voûte de la démocratie pour la plupart des pays africains et particulièrement pour la Côte d'Ivoire. Pour que nos téléspectateurs comprennent très bien, il y a des pays, en général, c'est le ministère de l'Intérieur qui organise les élections. Vous allez en France, un peu partout d'ailleurs, aux États-Unis, etc. Dans le ministère de l'Intérieur, on a juste une direction. C'est ce qui se passe actuellement au Sénégal. Et l'Afrique, qui aspirait à la démocratie, sous les partis uniques, depuis 1960, pour parler de la plupart des pays qui ont été indépendants en 1960, c'était les partis uniques, donc le ministère de l'Intérieur qui organisait les élections. C'est à partir de 90, lorsque le multipartisme touche à beaucoup de pays africains, avec à la suite de la chute du mur de Berlin en 89, donc en 90, la plupart des pays organisent ce qu'on a appelé les conférences nationales. Pour que les opposants, parce que dans ces pays-là, même sous le parti unique, il y avait des opposants, il y avait des cadres, des intellectuels. En Côte d'Ivoire, on en connaît les professeurs Francis Vaudier, M. Laurent Gbagbo, les Zadi Zaou, tout ça, mais ils étaient muselés. Et donc, quand advient le multipartisme, la volonté des opposants qui voulaient aspirer aussi à diriger un jour, c'est de tout faire pour que l'organisation des élections soit arrachée au gouvernement, au ministère de l'Intérieur, parce que connaissant les dirigeants des partis uniques, on se dit que le ministre de l'Intérieur ne peut pas être objectif par rapport à son mandat qui est le président de la République. C'est comme cela que beaucoup de pays vont adopter les créations des commissions électorales indépendantes. Maintenant, tout l'enjeu, d'ailleurs, en le disant, vous comprenez très bien que quand on est tous d'accord que
la démocratie, c'est le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple, et pour le peuple, comme l'a dit Abraham Lincoln, quand on finit de dire cela, comment le peuple fait pour choisir son représentant? Bon, le peuple vote. Mais si le résultat du vote est trafiqué, est traficoté, est changé, on dit oui, le peuple a voté. Mais qu'est-ce qui prouve que le résultat est le reflet exactement de ce que le peuple a dit? Voilà toute la question, toute la problématique des commissions électorales indépendantes. Et donc, en Côte d'Ivoire, on a réussi grâce aux militaires. On a connu un coup d'État parce que même sous où on n'avait pas de commission électorale, on avait toujours le ministère de l'Intérieur. Il a fallu que chez nous, il y ait ce coup d'État du 24 décembre 1999, avec l'arrivée des militaires, ils cassent la constitution, la première constitution, et une nouvelle république va naître. La nouvelle constitution date du 1er août 2000, et c'est dans cette constitution-là que la commission électorale indépendante est établie. Et elle va voir le jour avec une loi, c'est la loi numéro 2001-634 du 9 octobre 2001. Donc, en Côte d'Ivoire, c'est depuis 2001 que par une loi votée par le Parlement, le peuple de Côte d'Ivoire donne naissance à cette commission électorale indépendante. Mais, mon cher ami, faites un peu le bilan. Quand on parle de la Côte d'Ivoire, au niveau de la démocratie en Côte d'Ivoire, quand on parle de la démocratie, mais vous voyez que les gens vont vous dire, c'est le pays qui a connu 2000 morts, 3000 morts, au moins. Donc, notre pays est cité en mauvais exemple, comme ayant été un pays qui a eu du tort avec la démocratie, maille à partir avec la démocratie. Et donc, le bilan va être catastrophique de façon générale. Aujourd'hui, si cette commission électorale-là, qui règne depuis 25 ans, qui est contrôlée par l'opposition, donc M. Ouattara en général, si on n'arrive pas à la changer, la Côte d'Ivoire va toujours connaître des élections conflictuelles, des élections tragiques. Donc, en résumé, oui, l'enjeu est de taille parce que c'est non seulement la démocratie de la Côte d'Ivoire qui est en jeu, mais en même temps, c'est la paix dans ce pays-là qui est en jeu. Et j'ai dit. Le décor est planté par Dr Boga Sako Gervais dans cette émission Avis de la diaspora que vous suivez sur YouTube, sur toutes les plateformes. Alors, docteur, qui sont les acteurs qui soutiennent cette décision et pourquoi? Alors, je ne sais pas, c'est-à-dire que il fut un moment où c'est la société civile qui était principalement opposée à cette commission. Et j'en fais partie. Parce que comme je vous ai décrit, je connais l'historique de cette commission et j'ai moi-même été, à un moment donné, un des membres de l'embryon qui a donné naissance à la commission. Parce que quand on a fini avec le ministère de l'Intérieur, lorsque les militaires ont fait le coup d'État, ils ont mis en place une structure qui a organisé le référendum pour qu'on ait la nouvelle constitution. Cette structure-là s'appelait la COSUR, la commission de supervision du référendum. Et moi-même, j'ai été président de cette COSUR-là à Boaké. Le président national s'appelait M. Guy Honoré. C'est lui donc qui va organiser le référendum. Après, quand il finit, on réussit la mission, la COSUR va transformer en CNE, Commission nationale électorale, toujours sous les militaires. Et c'est cette CNE-là, toujours dirigée par M. Guy Honoré, qui va faire les élections. Il est bon d'en parler parce que quand on finit avec les militaires, on fait l'élection, les militaires disent qu'ils ont gagné. M. Guy Robert, le général Guy Robert, il dit qu'il a gagné l'élection. Il veut s'autoproclamer vainqueur et la commission électorale s'oppose. M. Guy Honoré dit non parce que les résultats sortis des urnes en 2000 que moi je détiens en tant que président de la Commission nationale électorale, c'est M. Laurent Gbagbo qui a gagné les élections. Il a été torturé, je peux même utiliser le terme, il a été harcelé partout. Les militaires l'ont séquestré. Mais M. Guy Honoré, son profil est important. Il est professeur d'université, professeur de droit, mais c'est un acteur de la société civile. Il n'est pas politique. On ne l'a jamais vu dans aucun parti politique en Côte d'Ivoire. C'est lui qui a tenu tête aux militaires. Et donc, quand la commission arrive, nous, on espérait maintenant que
sous M. Gbagbo, cette commission-là va être bien, puisqu'elle est maintenant constitutionnellement reconnue, elle va être bien installée avec des acteurs de la trempe de M. Guillaume Honoré, des gens indépendants qui n'ont rien à voir avec des ambitions politiques. Voici notre projet. Malheureusement, la classe politique est en difficulté. M. Laurent Gbagbo a en face de lui une opposition politique qui est faite de 4 grands partis politiques, le PDCI-RDA, le RDR, l'UDPCI et le MFA. Voici les principaux partis d'opposition face à Laurent Gbagbo. Ils vont s'associer à la rébellion qui va naître en 2002 et les 3 mouvements rebelles plus les 4 partis politiques vont créer le G7. Ils s'entendent et ce sont eux qui mettent la pression sur M. Laurent Gbagbo pour que le président de la commission soit toujours de l'opposition. Le premier va s'appeler M. Bédré Mambé, actuel premier ministre de la Côte d'Ivoire, qui va être nommé de 2005 jusqu'en 2010. En 2010, M. Bédré Mambé va avoir une attitude qui n'est pas tout à fait claire, parce que la liste électorale est problématique. Là-dessus, il y a eu le débat national où on dit une liste grise, une liste blanche. C'est-à-dire qu'il y a eu des personnes non ivoiriennes qui étaient intégrées, près de 500 000 personnes. M. Laurent Gbagbo, chef de l'État, président de la République, refuse. Et donc, M. Bédré Mambé va sauter. M. Laurent Gbagbo prend c'était le 10 février 2010. Il prend une décision pour dissoudre la commission électorale indépendante. L'opposition crie au loup, est aux abois, parce que, en droit, le président Laurent Gbagbo ne peut pas prendre une décision pour dissoudre une commission qui a été instituée par la loi et qui est constitutionnelle. M. Laurent Gbagbo va se raviser 2 semaines plus tard, et le 25 février 2010, il prend une autre décision qui réintègre, qui réinstaure la commission électorale telle que précisée dans la Constitution, mais là, il change le président. Le nouveau président va s'appeler M. Youssouf Bakayoko, toujours proposé par les opposants. Voici comment ça fait déjà 2 acteurs clés. M. Youssouf Bakayoko, vous le connaissez, le monde entier le connaît. C'est celui-là qui préside la commission électorale et qu'on va à l'élection de 2010, cette élection chaotique. Mais le malheur est venu de cette commission électorale. Selon la loi ivoirienne, la commission a 3 jours pour proclamer les premiers résultats. Après, elle fait la passe au Conseil constitutionnel. Lui, en dernier ressort, va valider, va trancher et le débat est clos. Les 3 jours sont passés. M. Youssouf Bakayoko dit que le dernier jour n'est pas encore minuit. Il n'a pas proclamé les résultats. Et c'est comme ça que le Conseil constitutionnel, dirigé par M. Yao Paul Ndré, va proclamer M. Laurent Gbagbo vainqueur. Mais entre-temps, le même Youssouf Bakayoko va se retrouver à l'hôtel du Golfe, dans le QG de M. Alassane Ouattara, pour proclamer des résultats qu'il a eu 3 jours à proclamer qu'il n'a pas pu proclamer. Voici comment la Côte d'Ivoire va sombrer dans le chaos avec plus de 3000 morts, Diokoué détruit, notre pays déchiqueté, détruit à travers le monde entier. Voici les méfaits de cette commission-là. Et c'est comme cela que Kaeka, en 2011, M. Laurent Gbagbo est parti du pouvoir, et puis M. Ouattara arrive, et c'est lui qui nomme M. Koulibaly Coulibaly, qui va être le président, donc à partir de 2019, jusqu'à ce que le 6 mai 2026, avant-hier là, le mandat la commission soit dissoute. Donc, voici les différents acteurs qui ont agi dans cette commission-là et qui, quelque part, sont comptables d'une façon ou d'une autre de tous les drames liés aux élections. Chers amis, je termine par là. C'est catastrophique ce qui est arrivé à la Côte d'Ivoire. On connaît le bilan de l'élection de 2010 avec plus de 3000 morts. Mais en 2020, là encore, il y a eu une centaine et quelques de morts avec comment cette image qui a marqué le monde, ce jeune Kofi Toussaint, dont la tête a été utilisée par des gens pour jouer au football. Et en 2025 encore, vous connaissez le 4e mandat qui vient d'être validé. Voici tout ce que la Côte d'Ivoire a traversé. Donc aujourd'hui, nous sommes à une étape historique, à une étape charnière, si nous voulons vraiment restaurer la démocratie et garantir la paix durable en Côte d'Ivoire. L'occasion est bonne de parler de cette nouvelle commission, une nouvelle structure qui va arriver. Cela dit, M. Ouattara n'avait pas le droit de dissoudre la commission. Vous l'aurez compris, si Laurent Gbagbo a dissous
et il s'est ressaisi pour réhabiliter. M. Ouattara non plus, il ne peut pas prendre une ordonnance qui n'a rien à voir d'ailleurs avec les questions politiques pour dissoudre une commission électorale indépendante basée, votée par loi de la République de Côte d'Ivoire. Mais si vous voulez, je peux développer cela, mais voilà un peu ce qui prévaut. Justement, on y reviendra, mais la question que je voudrais vous poser, c'est à qui profite donc cette dissolution? Est-ce que véritablement la dissolution de la CEI profite à l'opposition? Et comment est-ce que l'opposition réagit aujourd'hui par rapport à cette mesure? Oui, vous avez raison de repréciser, parce que je fais un peu l'historique pour que tout le monde comprenne très bien. Oui, alors la dissolution profite à toutes celles et à tous ceux qui sont démocrates dans l'âme et dans l'esprit. Je répète, la dissolution de la commission électorale actuelle profite à celles et ceux qui ont une âme des démocrates, des gens qui sont des bons gagneurs. C'est-à-dire qu'en démocratie, il n'y a pas de jouissance si tu n'as pas un adversaire de taille. C'est-à-dire que ceux qui tripatouillent les élections et qui ont déjà leur victoire affichée, ce ne sont pas des démocrates. La dissolution de la commission, mais elle profite. Bon, l'opposition, il n'y a pas de débat. Parce que c'est cette commission-là qui a exclu M. Laurent Gbagbo de la liste électorale. C'est cette commission-là qui a exclu M. Tidiane Thiam de la liste électorale. C'est cette commission-là qui dit que Guillaume Soro ne peut même pas parler. C'est cette commission-là qui dit que Blé Goudé ne peut même pas sur la liste électorale. Mais c'est cette commission-là qui a exclu M. Assalé Tiemboko hier. C'est cette commission qui a exclu M. Vincent Tobi hier en disant qu'ils n'ont pas réussi à réunir les parrainages. C'est la même commission-là qui a exclu Afin Guessan. Donc la commission que nous avons eue jusqu'à maintenant, et c'est celle-là qui exécutait les volontés du pouvoir en place. Parce que je peux vraiment me permettre de le dire aujourd'hui, le président Cuilbert Koulibaly, magistrat, aussi magistrat futile, mais il était lui-même, il avait des acquaintances avec le parti au pouvoir. Parce que la Côte d'Ivoire qui est là, on se connaît tous, on voit un peu les parcours des uns et des autres. Des gens qui étaient dans la rébellion, avec Guillaume Soro, donc qui étaient avec le RDR, ils étaient tous ensemble. Donc aujourd'hui, l'impartialité dont on avait besoin pour la commission n'était pas réunie. Comparé à M. Guillaume Honoré, qui lui était de la société civile, qui n'avait jamais trempé dans quoi que ce soit, je pense qu'il était clair que M. Cuilbert n'était pas l'homme indiqué pour diriger la commission. Il a exécuté toutes les volontés de M. Ouattara et le RDR, le RADP donc, était le seul parti politique en Côte d'Ivoire qui était heureux de tout ce que faisait la commission électorale. Malgré les morts qu'il y avait, malgré les blessés, malgré les destructions de biens publics et privés, le RADP était le seul. La société civile qui ne voulait pas que les politiciens soient dans la commission, qui ne voulait pas que les rebelles soient dans la commission depuis 2001, et la rébellion qui est née en 2002, puisque la commission a été lancée pratiquement en 2005, toutes ces personnes étaient opposées. Et donc, à qui profite la dissolution? Mais elle va profiter à toute la société civile qui s'est battue pour qu'on n'ait plus cette commission qui est trop politisée. Et donc, l'opposition politique va aussi en profiter. Mais d'une certaine façon, je peux vous dire que le parti au pouvoir même, M. Ouattara, je ne peux pas ne pas dire que la dissolution de la commission électorale lui profite aussi. Et quand je le dis, c'est dans deux sens. La dissolution lui profite parce que cette commission-là discrédite son pouvoir. On considère que le président lui est proche. On considère que le président lui est favorable, notamment les éliminations de ses adversaires. Il n'est pas fier de cette commission. Mais surtout, s'il est le chef de l'État, tous les morts qu'il y a eu, il porte cela aussi en lui, en tant que dirigeant. Depuis tous ces morts de 2010-2011 jusqu'à aujourd'hui. Donc, en dissolvant cette commission, il se réhabilite lui-même quelque part. Maintenant, dans un second temps, la dissolution aussi lui profite parce qu'il a ses calculs, il a ses plans, il a ses objectifs. Donc, en dissolvant la commission, dans ce sens-là, ça lui donne l'occasion d'atteindre ses objectifs en fonction de ses stratégies. Je suis là pour en parler si
puisque c'est pour cela que vous m'avez invité. Et j'ai dit. Chers amis téléspectateurs, le décor est très bien planté aujourd'hui. Nous profiterons de l'occasion pour poser toutes les questions relatives donc à la dissolution de la CEI et aller au-delà. Vous pouvez vous aussi contribuer et participer à cette émission sur le +1 319 462 89 119. Je rappelle donc le numéro. Vous pouvez appeler sur WhatsApp ou si vous êtes en direct ou aux États-Unis, vous pouvez nous appeler aussi en direct sur le +1 319 462 89 119. Parlons un peu démocratie, docteur Boga Sarko Gervais, si vous permettez. Quelles sont les conséquences donc de la dissolution, de cette dissolution sur donc les prochaines élections? Alors, les conséquences sont énormes. Elles sont énormes parce que elles ferment la porte à un cycle et elle va donner droit à un nouveau cycle. Mais tout va dépendre de la nature de la nouvelle structure qui va être mise en place. Et c'est là où tout le débat. Et c'est pour cela que la FIDOC, que je préside, la Fondation internationale pour l'observation et la surveillance des droits de l'homme et de la vie pacifique, nous avons déjà salué la dissolution, quoique un peu en porte-à-faux avec la loi. Maintenant, notre appel, nous lançons un appel à tous les partis politiques, à tous les leaders de la société civile, pour que nous puissions nous mettre ensemble, nous puissions nous asseoir pour sortir un organe qui va être débarrassé de toutes les pesanteurs politiques. Un organe qui va donner à la Côte d'Ivoire des élections crédibles, des élections dignes de foi. C'est ça l'enjeu. Donc, d'un point de vue démocratique, oui, ça peut être un tournant important pour la Côte d'Ivoire si nous nous dotons, grâce à cette opportunité-là, d'un nouvel instrument qui organise les élections. Mais il y a une grosse inquiétude et je voudrais, grâce à vous, la balayer dès maintenant, avant que je ne puisse la développer si nécessaire. Allez-y. Je pense que dans les stratégies de M. Ouattara, peut-être qu'il ambitionne, peut-être qu'il souhaiterait ramener la Côte d'Ivoire à l'organisation des élections par le ministère de l'Intérieur. Un peu comme au Sénégal, ils ont créé une direction dans le ministère de l'Intérieur, il y a une direction des élections. Donc, c'est toujours le ministère de l'Intérieur qui organise. Et M. Ouattara peut dire dans ses analyses que oui, mais en Europe, partout, ce sont les ministères de l'Intérieur qui organisent. Et puis, on a de bons résultats, incontestés. Au Sénégal même, l'équipe de Diomaye Faye avec Ousmane Sonko sont arrivés, alors que toujours c'est le ministère de l'Intérieur. Mais il y a un gros risque. C'est que, comme vous le voyez, le ministère de l'Intérieur, ce serait faire un recul d'un point de vue démocratique. On n'est pas sûr que les hommes ivoiriens peuvent faire preuve d'intégrité devant le dirigeant qui les a nommés. L'Afrique en général a ce problème-là. Il n'y a que dans des grands pays comme aux États-Unis où l'appareil judiciaire est jaloux de son indépendance devant l'exécutif. Ici, aux États-Unis, le président de la République prend des décisions qui sont parfois cassées et il ne se passe pas des jours où la justice casse les décisions du président de la République. En Afrique, c'est très rare qu'on arrive à cela. Et donc, je dis que ce serait un recul si M. Alassane Ouattara, parce qu'il sait que M. Vagondo, le général, l'ancien militaire, son ancien homme de camp, est ministre de l'Intérieur, en se disant, en confiant l'organisation des élections à venir au ministre de l'Intérieur, mais il est sûr que facilement, s'il a un projet de réinstaller, par exemple, son petit frère Ouattara II à la tête de ce pays, mais c'est facile. Donc, dans les calculs de M. Ouattara, ça peut être une opportunité. C'est le gros risque auquel les Ivoiriens s'exposent. Et c'est pour ça que j'en appelle à toute l'opposition et à la société civile. Nous avons trop souffert. Nous venons de très loin. Mais on n'est pas encore sorti de l'auberge. Si la commission électorale est cassée, dissoute, et qu'on s'en va confier les élections encore à un ministre de l'Intérieur
qui est nommé par le président de la République. C'est comme si on a fait un recul. D'ailleurs, quand j'ai parlé tantôt du Sénégal, je tiens à vous informer que les Sénégalais eux-mêmes, bien que l'organisation des élections soit confiée au ministère de l'Intérieur, les Sénégalais sont en train de réfléchir aujourd'hui et ils ont trouvé la parade. Au mois de mai et juin 2025, les Sénégalais ont organisé un dialogue national sur le système électoral. Et les Sénégalais, la classe politique, la société civile, ont unanimement décidé de mettre en place une commission nationale, une commission électorale nationale indépendante, la CENI. Les Sénégalais l'ont adopté. Et ils ont défini un avant-projet de loi qui va exactement instaurer une commission nationale, une commission électorale nationale indépendante. Donc, les Sénégalais qui sont cités en exemple en matière de démocratie sur le continent africain, eux-mêmes, ils sont en train d'améliorer les systèmes en mettant en place maintenant une commission indépendante. En résumé, pour ne pas dire en conclusion, on peut avoir des institutions, mais il faut des hommes. Et c'est pour ça que le discours de Barack Obama hier au Ghana, parlant aux Africains, en disant l'Afrique n'a pas besoin d'hommes forts, elle a besoin d'institutions fortes. Il avait raison. Il faut des institutions fortes pour que l'Afrique s'envole aussi, d'un point de vue démocratique et puis d'un point de vue économique et sociétal. Parce que c'est la cohésion et la paix au niveau politique, de bonnes élections qui induisent une bonne... Voilà. Mais en même temps, en le disant, les institutions là, comment elles peuvent être fortes? Comment pouvez avoir un conseil constitutionnel fort? Comment vous pouvez avoir une présidente de la République forte? Comment vous pouvez avoir une commission électorale indépendante forte? La force de l'institution, c'est la force de celles et ceux qui les incarnent. Si vous avez un président d'une commission électorale indépendante fort, intègre, intraitable, vis-à-vis des corruptions, des pesanteurs, des injonctions, des influences de l'exécutif, quoi que ce soit l'exécutif qui l'ait nommé, mais tant qu'il est décidé par la majorité, par le peuple, je pense que c'est la force des individus qui fait la force des institutions. Donc, vous aurez compris que notre souci, tant que les Ivoiriens ne se dotent pas de eux-mêmes d'une certaine intégrité, d'une certaine crédibilité, la Côte d'Ivoire va beaucoup souffrir parce que les corruptions, il y en a toujours, les influences des exécutifs, il y en a toujours. Si vous êtes attiré par l'appât d'idées, par les matériels, par les maisons, par les voitures, vous voulez avoir, vous voulez vivre, vous voulez carrosse, vous n'êtes pas bon pour servir la République. On peut servir la République où on se trouve. Et c'est ça qu'il faut à la Côte d'Ivoire, c'est ça qu'il faut en Afrique. Alors, docteur, nous avons un téléspectateur en ligne. Vous savez que cette émission est une émission interactive. Vous nous donnez la voix à la diaspora. Téléspectateur, bonjour. Bonjour Moïse. Oui, monsieur Amedodi, vous êtes en direct. Allez-y, vous avez 2 minutes. Bonjour docteur Bogassako, je vous remercie pour les explications que vous avez données au sujet relatif à la dissolution de la CEI. Mais ce que j'ai du mal à comprendre, vous avez expliqué tout à l'heure qu'en 2010, Laurent Gbagbo avait dissous la CEI, mais a dû se raviser pour la remettre en place parce que ce n'était pas, la Constitution ne prévoyait pas, il n'était pas en droit de le faire. D'accord? Maintenant, vous vous réjouissez du fait que en 2026, Ouattara le fasse, ne se ravise pas, mais vous dites que ça pourrait profiter à l'opposition et même au parti présidentiel. Bon, ce que je ne comprends pas, c'est que si on les légalise, on ne peut pas accepter que le président de la République viole la Constitution parce que en faisant cette dissolution-là, c'est une violation de la Constitution. D'accord? Maintenant, ça c'est la première question. Comment est-ce que vous pouvez vous réjouir du fait qu'en 2010, Laurent Gbagbo, après l'avoir violé, s'est ravisé
et il a remis en place, en acceptant quand même que à la tête soit mis à la tête de l'institution quelqu'un qui donnait les garanties d'indépendance, même si après on a vu ce qui s'est passé, malheureusement, cette personne-là a été en partie responsable des tueries, des 3000 décès, d'accord? Maintenant, actuellement, l'autre question que je me pose, c'est que le travail du CCI a permis à 3 reprises à Ouattara, ok, de présider le destin de ce pays-là, ok. Tous les électeurs, à la limite, Ouattara, je ne sais pas, s'il est encore en bonne santé, il peut même faire, d'après le coup de force qu'il a fait, il pourrait même faire un quatrième mandat, d'accord? Un cinquième. Comme au Togo, ça se fait. Donc, une fois qu'on a fini, qu'on n'est plus en droit de le faire, on change la constitution, on remet le compteur à 0. Donc, pourquoi est-ce que depuis tout ce temps-là, vous avez laissé cette institution-là? Parce qu'on dit que une bonne dictature ne perd jamais les élections. Surtout que c'est elle qui l'organise, c'est elle qui la proclame. Donc, est-ce que vous pensez, c'est ma deuxième question, qu'aujourd'hui là, Ouattara, après tout ce qu'il a fait contre la Constitution, toutes les violations, il est prêt maintenant, c'est maintenant qu'il au crépuscule de sa vie, il fait les choses, on sait que si certains opposants, même son ancien premier ministre est en exil actuellement, c'est qu'il ne veut pas passer la main. Qu'est-ce qui vous fonde à dire que Ouattara a été visité finalement par le Saint-Esprit ou bien par la sagesse, pas divine, sagesse humaine, pour faciliter les choses, pour faire en sorte que vraiment, pour une fois dans un pays de la sous-région, pour une fois dans l'Ivoire, les élections se passent et que les résultats reflètent la volonté du peuple. Qu'est-ce qui vous fonde à dire cela? Merci. Merci, monsieur Amedodi. Docteur, nous allons répondre au fur et à mesure, puisqu'il y a beaucoup de questions. Alors, allez-y. Pourquoi cette réjouissance de votre part cette fois-ci? Oui, non, mais je suis d'abord très heureux de l'intervention. Elle est perspicace. Elle montre clairement qu'il a tout suivi et qu'il a posé 2 questions pointues, précises et très intéressantes. Premièrement, il me dit, mais le président Gbagbo hier avait dissous avec une décision. Il s'est ravivé 2 semaines après en changeant la tête parce que la décision de Gbagbo était en contradiction avec la Constitution. D'ailleurs, c'est après avoir consulté le président de l'Assemblée nationale et le président du Conseil constitutionnel que le président Laurent Gbagbo était revenu sur sa décision en profitant pour changer le nouveau dirigeant. Très bien. Et aujourd'hui, je semble applaudir la décision de M. Ouattara, comme s'il avait été visité, comme il le dit dans la deuxième partie, par la sagesse, et que s'il vous dit qu'il ne va pas faire encore d'autres mandats, etc. Sur le premier point, je vais dire à mon interlocuteur qu'il a parfaitement raison, parce que la différence entre Ouattara et Gbagbo, c'est que Gbagbo est un démocrate. Gbagbo est capable de revenir sur une décision, c'est-à-dire qu'il est de ceux qui considèrent qu'un président peut se tromper de bonne foi. Donc, il n'y a pas de honte, il n'y a pas de mal à se ressaisir et à réajuster. D'ailleurs, dans la déclaration de la FIDOC, c'est ce que nous souhaitons à M. Ouattara. Il a dissous avec une ordonnance en violation de la Constitution. Comme au Parlement, il est majoritaire, le RHDP est majoritaire de façon écrasante, il peut rattraper en habillant cela pour que ce soit conforme à la Constitution. Nous le lui avons demandé, nous le lui demandons grâce à vous aujourd'hui. Donc, voici ce que je peux dire, mais je peux ajouter. Pourquoi alors je m'en réjouis? Je m'en réjouis parce que ça fait au moins 10 ans, 15 ans qu'on lui demande la dissolution de la CEI. Il ne veut pas. On a fait ça tous avant que je devienne en exil. Pour la deuxième fois aujourd'hui. J'ai fait un premier exil de 2011 à 2021. Le deuxième exil aujourd'hui, je suis arrivé ici le 16 juin 2025 parce que j'ai critiqué le 4e mandat. Donc, ce M. Ouattara là,
On a signé des déclarations, des pétitions pour demander la dissolution de la CENI. Il n'a jamais voulu. Et c'est pour cela que, si vous lisez bien ma démarche, je me dis, je ne veux pas être rabat-joie. Il n'a pas le droit. Mais au moins, il a dissous. Maintenant, il peut rattraper pour habiller. Mais qu'est-ce que moi je gagne? Qu'est-ce que les Ivoiriens gagnent? On gagne la dissolution. Et on gagne l'occasion de créer une nouvelle institution qui soit différente de la première, qui a été à la base de tous les malheurs de notre pays pour qu'on instaure une nouvelle institution. Oui, vous avez raison dans le deuxième point. M. Ouattara, il ne fait rien pour rien. Et je l'ai dit tantôt dans l'analyse que j'ai déjà produite et que je ne vais pas reprendre. Je vais juste résumer pour dire, s'il dissout, c'est parce qu'il a ses calculs. Il se dit, peut-être qu'il va confier l'organisation au ministère de l'Intérieur pour faciliter sa succession par son petit frère, le Ouattara II. C'est ça là, c'est un débat que les Ivoiriens ne vont jamais permettre. Nous serons toujours là. C'est notre pays. Il faut que la constitution, il faut que la démocratie règne dans notre pays. La Côte d'Ivoire n'est pas une dynastie. La Côte d'Ivoire n'est pas un royaume. Et j'ai dit. On comprend votre posture aujourd'hui, mais n'existerait-il pas donc un risque pour la transparence ou la crédibilité du processus électoral, Dr Boga Sarko? Tout va dépendre de la nature de la nouvelle institution et de la nomenclature également. C'est-à-dire que si nous avons une institution dont l'indépendance est consacrée, proclamée, renforcée, telle que prévue dans la Constitution, d'ailleurs, à la matière, on n'avait même pas besoin de dissoudre. On n'avait qu'à modifier, compléter, réajuster la loi. C'est tout. Mais le fait de dissoudre, c'est là où l'idée de vouloir finir avec la commission électorale, puis penser à un ministère de l'Intérieur me vient à l'esprit. Parce que quand vous dissolvez, c'est comme si vous effacez de la Constitution. Il veut effacer de la Constitution, c'est sa volonté, mais là, les Ivoiriens ne le permettront pas. J'espère que l'opposition ne le permettra pas. En tout cas, la société civile seront là toujours pour ne pas le permettre. Donc, en le faisant, lui, il a envie de passer à autre chose pour revenir au ministère de l'Intérieur, pour faciliter l'arrivée au pouvoir de son successeur dans son parti politique. Moi, je dis toujours que les successions, on en parlera sans doute, sont légitimes, mais la Côte d'Ivoire n'étant pas une dynastie, il faut que les institutions fonctionnent. Donc, il y a un gros risque. Si nous n'avons pas une institution crédible, avec des hommes intègres, désignés sur la base consensuelle, j'allais dire objective, par exemple, on peut faire appel à candidature. On peut trouver une formule pour que le futur président de cette nouvelle institution-là soit désigné sur une base consensuelle, une base élargie. On n'irait pas jusqu'à un référendum, mais ce qui était peut-être même l'idéal, pour que le futur président se dise que j'ai été désigné sur la base populaire, sur la base référendaire, et donc je n'ai pas de compte à rendre à celui qui est à la tête du pays. Je peux dire qui a gagné une élection, qui a perdu une élection en toute indépendance. C'est ça qu'il faut à la Côte d'Ivoire pour qu'on ne connaisse plus tout ce qu'on a connu. Est-ce que la nouvelle structure ou la nouvelle institution dont vous nous parlez aujourd'hui garantira l'impartialité de cette commission? Puisqu'on a vu des manifestations se faire ou des revendications, même lorsque vous étiez donc en Côte d'Ivoire, même sur NCI, vous en parlez. Oui, et c'est ce que je suis en train de dire, c'est-à-dire que rien n'est garanti à 100%, tout va dépendre. Je vous ai donné l'exemple de là où nous venons. En 2000, s'il n'y avait pas un certain Guy Honoré, un professeur d'université, un acteur de la société civile, président du groupe GERDES, son ONG s'appelait GERDES, c'est une ONG africaine, internationale. S'il n'y avait pas ce monsieur-là, Laurent Gbagbo ne serait pas président de la Côte d'Ivoire. Parce que le militaire dit qu'il avait gagné. Et il est militaire. Mais Guy Honoré a résisté. Donc, c'est pour te dire que des gens intègres comme ça, on peut en trouver. On peut trouver des Ivoiriens qui soient capables de dire la vérité, de dire la justice, de dire le résultat du peuple. Parce que c'est là notre drame aujourd'hui. Et au passage, pourquoi je m'offusque de son cadet, de son petit frère, le Ouattara II? Pourquoi je m'offusque? Mais parce que le dictateur, là, tant qu'il organise les élections, c'est pour les gagner. Le dictateur, là, s'il dit que voici mon successeur, on considère qu'il va l'imposer. Mais sinon, avec une commission indépendante, objective, impartiale, indépendante vraiment, et puis libre, le Ouattara II
il peut se présenter 10 000 fois, il perdra les élections 10 000 fois. Parce que les Ivoiriens choisiront. Qui vous dit que les Ivoiriens ont soutenu M. Ouattara? Regardez les résultats des élections, faites un bilan de ceux qui votent en Côte d'Ivoire. Ouattara n'a jamais été soutenu par la majorité des Ivoiriens. Il s'est toujours imposé. Il s'impose aux Ivoiriens. Il ne gagne pas les élections. Parce que ceux qui veulent gagner les élections, n'excluent pas tes adversaires de taille. N'excluent pas Laurent Gbagbo. N'excluent pas Tidjane Thiam. Et puis gagne. On dit que tu es brave. Mais quand vous écartez tous ceux qui peuvent vous empêcher, même les Assalé Tsemokola, vous en avez peur. Même les Vincent Tobi, vous en avez peur. En ce moment, quelles élections vous gagnez? Comme le disait Corneille, à vaincre sans péril. On triomphe sans gloire. Tu n'as pas d'adversaire. Tu ne peux pas te réjouir de ta victoire. Tu n'as rien fait. Tu as triché. Les noms que vous venez de citer, vous pensez ils ont la carrure d'être le président de la République ivoirienne lorsqu'on sait aujourd'hui la place de la Côte d'Ivoire dans l'UEMOA? Il y a beaucoup de critères économiques, c'est pas moi de vous les citer, mais est-ce qu'ils ont aujourd'hui, ils peuvent remporter facilement les élections en Côte d'Ivoire? De qui vous voulez parler? Vous avez cité des noms comme Assalé Tsemokola et autres. Oui, oui, mais là, vous ramenez le débat, excusez-moi 2 secondes, là, vous ramenez le débat sur un terrain qui revient au peuple. Vous savez, cher ami, le président Gbagbo n'était pas un économiste. C'était un professeur d'histoire, mais fin connaisseur de la politique, qui est devenu président de la République, par la volonté du peuple. Il n'y a pas de profil d'homme, a priori, capable de tout briguer, de tout gagner. Le président américain, c'est un homme d'affaires. C'était pas un homme politique, Donald Trump. Et même quand tout le monde le voit aujourd'hui, on est surpris par les décisions qu'il prend. À la va-vite. L'Amérique est en guerre, pratiquement sur tous les fronts. Donc, la question que vous posez, elle n'est pas, d'un point de vue démocratique, elle n'est pas légitime. C'est le peuple qui se choisit sur un certain nombre de candidats selon leur programme et puis on choisit. Parce que si je vous écoute, ça veut dire que s'il faut les Ouattara là, des gens qui viennent du FMI et tout, voici le résultat. Hein. Combien de milliers de morts? Quelle catastrophe! Mais carrément, la Côte d'Ivoire a évolué sur beaucoup de plans, monsieur Dr Boga. Oui, vous voyez les infrastructures. Vous pensez que dans un État, c'est-à-dire que moi qui suis un défenseur des droits de l'homme, parce que celui que vous avez invité là, moi je ne regarde pas les bâtiments, hein, les routes, hein. C'est pas ça qui fait un beau pays. Je me sens bien ici aux États-Unis, parce que d'un point de vue de la sécurité, je me sens en sécurité. Je suis venu en danger. Il y a un système international de réfugiés qui me prend en compte. Voici un pays. Donc, la valeur d'un pays, l'importance d'un pays, la réussite, le développement d'un pays, ce ne sont pas les infrastructures. Ce sont aussi la sécurité des personnes et des biens. Est-ce que les Ivoiriens se sentent bien aujourd'hui? Ah, le pays est riche. Ah, on a des routes. Ah, on a des ponts. Mais comment vivent les Ivoiriens? Combien sont-ils les Ivoiriens qui vivent au-dessus du SMIC? Un pays pauvre, avec surendetté, avec M. Ouattara. Les dettes que nous avons aujourd'hui, même sous Laurent, même sous Guy Robert, qui a fait le coup d'État, on n'avait pas les dettes qu'on a aujourd'hui. Et vous pensez que je voulais que je me réjouisse de la gestion du pays par M. Ouattara? Je suis désolé. Parce que mon pays... Mais docteur, je ne vous coupe pas, mais c'est le même système qui vous avait fait revenir lorsque vous étiez parti. Et aujourd'hui, c'est parce que vous avez critiqué donc le système que vous n'êtes pas là. Oui. Et donc, ce n'est pas tout à fait reluisant pour ce système-là. Ce qui m'a fait partir, c'est le même Ouattara. En 2010, il est soutenu par Nicolas Sarkozy. Je ne suis pas d'accord. J'ai dénoncé. Ils m'ont menacé de mort. J'ai passé 10 ans en Europe, basé en Italie. Aujourd'hui, il veut faire un 3e mandat. Depuis l'exil, je combats le 3e mandat. J'arrive, on me place sous contrôle judiciaire, on me convoque. Et puis, il veut faire un 4e mandat. Mais je dis non. Là, on gèle mes comptes, on cherche à me tuer. Et puis, Dieu merci, je me retrouve aux États-Unis. Donc, cher ami, ce Ouattara-là, il n'a pas apporté à la Côte d'Ivoire ce que vous croyez. Parce que nous, on n'évalue pas la valeur d'un pays par les infrastructures, par les routes. N'importe qui peut faire les routes. Mais celui qui est capable d'instaurer dans son pays la démocratie, celui qui est capable d'arriver au pouvoir en ayant été élu démocratiquement, celui-là, il a de la valeur. Il est important. Regardez aujourd'hui le président de mon pays. Dans les rencontres internationales, il n'est pas tout à fait bien vu. Comme quand il arrivait
au pays, à la tête de la Côte d'Ivoire au début, quand il était fraîchement venu du FMI. Quand tu fais un troisième mandat, tu es mal vu dans les instances internationales. Quand tu fais un quatrième mandat, c'est pire. Et le président de la Côte d'Ivoire ne peut même venir aux États-Unis. Parce que tu ne sais pas ce qui t'attend. Parce que tu tripatouilles les élections, tu exclus tes adversaires et tu t'imposes au pays. Ce n'est pas démocratique. Et j'ai dit. C'est le point de vue, c'est pourquoi l'émission s'appelle Avis de la diaspora. Chers amis téléspectateurs, vous pouvez toujours participer à cette émission par WhatsApp call sur le +1 319 462 89 79. Mon invité aujourd'hui pour ce numéro de votre émission Avis de la diaspora que vous suivez de par le monde, Dr Boga Sako Gervais, enseignant d'université et président de la FIDOP. Nous allons recentrer donc ce débat sur la dissolution de la CEI. Comment aujourd'hui, même si vous vivez à la diaspora, on sait qu'il y a une partie donc de la population, la diaspora, qui en parle par rapport à cette dissolution. Comment est-ce que, selon vous, la diaspora perçoit cette décision ou cette dissolution de la commission électorale indépendante? Mais bien avant donc de répondre à cette question, je vais recevoir très rapidement un téléspectateur. Téléspectateur, monsieur Amedodi qui revient. Allez-y, vous êtes en direct. Monsieur Medodi. Oui, bonjour, c'est toujours moi. Oui, allez-y. Et vous posiez la question tout à l'heure de savoir si la gestion, malgré la dictature qui sévit en Côte d'Ivoire, si socialement, économiquement, les Ivoiriens n'étaient pas heureux. Et Dr Boga Sako vous avait dit que c'était pas le cas, parce qu'avoir construit des ponts, des infrastructures n'impacte pas ou bien n'améliore pas la vie des citoyens. Je crois que je parle sous le contrôle de Dr Boga ici, à la veille des élections présidentielles. N'a-t-on pas dit, moi j'ai même entendu au point international que le prix du cacao avait plus que doublé, que les Ivoiriens vont vivre maintenant vraiment, le pouvoir d'achat serait extraordinaire. Après les élections, ok, j'ai même suivi une émission, on avait invité le ministre de l'économie qui n'était même pas capable d'expliquer cette catastrophe-là que les Ivoiriens vivaient. Des gens à qui vous avez donné des semences, qui ont consacré leur temps à produire. Vous l'avez dit que le prix était garanti. Finalement, le prix n'est pas garanti. Les gens actuellement n'ont même pas vendu le cacao au prix de l'année antérieure. Hein. Le prix qu'on leur a proposé, le prix de campagne, le prix électoral qu'on leur a proposé, ils n'ont même pas pu vendre ça. Leurs cafés sont pourris maintenant. Donc les gens sont revenus, c'est-à-dire, on peut dire que c'est un mensonge d'État, quoi. Vous imaginez la bêtise de nos dirigeants? Pour être élu, il a menti, croyant que c'est lui, il peut fixer les prix comme ça. Ok, ça c'est la première chose. La deuxième chose, vous savez, moi je suis triste pour nos pays africains. Regardez, on peut tout dire de Baptiste Talon. Hein. Il a fait 2 mandats à ne pas en faire un troisième. Il part. On peut dire qu'aujourd'hui, il y a des opposants béninois qui sont à l'étranger. Mais au moins, il a respecté. C'est même l'une des raisons pour lesquelles, paraît-il, Baptiste Talon ne va pas à ces réunions de la CEDEAO où on prêche la démocratie, on prêche l'alternance. Même les dirigeants de ces pays-là font le contraire. Comment allons-nous sortir de ça? Parce que Boga le disait tout à l'heure. C'est-à-dire, c'est comme si la présidence là, diriger un pays est devenu une obsession, ou bien rester à la tête d'un pays pour profiter des avantages que ça comporte, est devenu une obsession pour nos dirigeants. C'est ce qui fait que l'Afrique traîne. Le développement, c'est ça aussi. Permettre à ce que quelqu'un, parce que Talon dit qu'il ne peut pas dire qu'il a ce que ça lui a coûté d'être à la tête d'un pays, de son pays, il ne peut pas le faire 2 ou 3 fois pendant 4 mandats. On voit l'état de santé actuel de Ouattara. Vous croyez que lui là, qui doit être en gériatrie actuellement, parce qu'il ne retient même plus, vous croyez que lui peut encore diriger et faire le bonheur des Ivoiriens, même il y a l'usure du pouvoir. Même monsieur Medodi, permettez-moi. Ouais. J'atterris en disant que si les Ivoiriens, si les Africains nous écoutent, je ne sais pas
par quel, est-ce que c'est pas bêtise, c'est pas stupidité, que certains dirigeants ont décidé de faire de l'Afrique ce continent-là, comme on peut dire, ce continent de merde. Les dirigeants ne font que des conneries pour que les populations vivent dans la misère et que ça déteigne sur la réputation même de l'homme noir. Et ça, pour que certains dirigeants européens disent que l'Afrique n'est pas suffisamment rentrée dans l'histoire. C'est quoi cette histoire? Si vous voulez faire la démocratie, faites la démocratie, c'est-à-dire accepter que c'est le peuple qui ait le droit souverain d'élire ses dirigeants. Ne dites pas oui, on fait la démocratie, mais mettez en place des institutions comme la CEI qui fait en sorte que c'est toujours le perdant qui est proclamé vainqueur. Merci de nous avoir appelé, M. Medodi. Merci infiniment. Alors, Dr Boga Sako Gervais, c'est vrai, est-ce que tout ce qui a été dit par l'auditeur ou soit par le téléspectateur sont des raisons suffisantes pour Tiléa Boré rouge donc sur nos gouvernants? Non, mais écoutez, moi, je n'ai même pas besoin de répéter ce qu'il vient de dire. Nous sommes tous des intellectuels. Chers amis, vous pensez que nous sommes fiers de voir des jeunes frères en âge diriger de grands pays, comme Macron arrivé n'a même pas 40 ans. Donc, on a fait, et quand vous prenez le profil de Macron, il a fait l'ENA, c'est un énarque. Après, il a eu la chance d'être ministre de l'économie extra. Regardez ce qu'il vient. Donc, en fait, ça nous fait de la peine. Et on a mal. Que notre continent soit toujours ciblé. Que notre continent soit toujours souillé, insulté. Et nous autres, en tant qu'Africains modernes, on n'est plus à l'époque de l'esclavage, ni rien. On a fait des études universitaires. Celui qui vient de parler, je ne le connais pas, mais c'est un cadre de l'Afrique. On n'a même pas l'occasion de servir nos pays. Parce qu'on ne fait pas les salamalek à des gens. Et puis, on veut qu'on se taise. La plupart des critiques, aujourd'hui, là, vous m'invitez à cette émission, Assalé Temoko vient d'être placé sous contrôle judiciaire et interdit de sortir du territoire ivoirien. Parce que c'était un journaliste d'investigation par sa profession. Il est maire élu. Bon, il me rejoint parce que moi-même, j'ai été placé sous contrôle judiciaire par cette même justice, etc. Donc, ce qu'il vient de dire, il vous a apporté seulement des éléments pour confirmer quand je dis que ce n'est pas les routes, ce ne sont pas les routes et les autres qui font la grandeur d'un pays et que le cacao, et l'exemple qu'il a donné là, c'est par là que je vais finir. Je le remercie d'avoir évoqué cela. La Côte d'Ivoire est première productrice de cacao au monde. Ouattara a fait de la démagogie politicienne. En plein 2025, à la veille de l'élection présidentielle pour son 4e mandat, pour amadouer les paysans, il a dit que le prix du cacao était à 2800. Du jamais vu en Côte d'Ivoire. Ils ont fait tout le tapage. Mais c'était pour miroiter. Dès que l'élection est terminée et qu'il s'est autoproclamé vainqueur avec un score à la soviétique, ils ont ramené le prix à 1200 francs. Et jusqu'à aujourd'hui, pendant qu'il avait mis à 2800, quand ils ont acheté le cacao, ils n'ont pas payé. Ils ont donné des tickets aux gens. Aujourd'hui, il n'y a plus d'argent pour les payer. Donc, vous voyez, c'est un mensonge d'État. C'est un crime, ça. Haute trahison. Mais le moment vient où ce régime-là va partir. Et je n'en dirai pas plus. Chers amis téléspectateurs, nous sommes quasiment à la fin, mais j'ai plusieurs questions à poser. Je vais les regrouper très rapidement à Dr Boga Sako Gervais, qui nous honore de sa disponibilité aujourd'hui. Je suis très conscient. Alors, que disent les experts en droit constitutionnel en matière de gouvernance, sinon sur ce cadre ici, selon vous? Non, mais, alors, je pense qu'il n'y a pas 1000 façons de faire du droit. Cher ami, je vais vous faire une révélation si vous ne le saviez pas. Je suis professeur de littérature occidentale française. Mon doctorat, c'est être spécialiste du XVIIe siècle français. Je fais les droits de l'homme, ça fait 30 ans. Vous aurez compris que je ne suis pas juriste en la matière. Mais le droit, là, tant qu'il est droit, tout le monde, d'ailleurs, il y a un adage juridique qui dit que nul n'est censé ignorer la loi. J'arrive aux États-Unis,
Mon anglais n'est pas parfait, mais si je vis aux États-Unis, je suis condamné à connaître les lois américaines et me comporter selon les lois de ce pays-là. Nul n'est censé ignorer la loi. Donc, les constitutionnalistes de mon pays, là, ils savent que M. Ouattara ne peut pas utiliser son ordonnance là pour dissoudre la commission électorale. Et donc, comme il est majoritaire au Parlement, très vite, ils vont rattraper cela. Dans mon pays, les intellectuels ont eu souvent du mal à se prononcer sur les questions nationales. Et ça, c'est vraiment le drame de notre pays. Et c'est le drame de l'Afrique. Les intellectuels, les juristes, les grands juristes devraient pouvoir se servir de ces débats-là pour intervenir. Très souvent, ils sont muets. Parce que malheureusement, la plupart des cadres cherchent à être positionnés, à être nommés, etc. Donc, ils préfèrent parler, analyser dans le sens du dirigeant futur dictateur. Je ne mange pas de cette sauce. Je ne bois pas de cette eau. Je suis un défenseur des droits de l'homme, je suis un patriote, mais je suis un partisan de la vérité et de la justice. Et M. Ouattara, il a servi mon pays, mais la parenthèse doit se fermer parce que les quatrièmes mandats, les troisièmes, les quatrièmes, l'Afrique n'en veut plus. Et rien que pour ça, il est disqualifié pour la suite. Et la succession ne se passe pas, on ne fait pas la passe à un successeur. On met en place une institution crédible pour organiser les élections et puis on présente son candidat. Un peu comme il a donné l'exemple de Patrick Talon. Je salue le Bénin, mais avec deux doigts. Parce que quand Patrick Talon ne veut pas faire un troisième mandat, il a tout fait aussi pour que les prétendants potentiels de l'opposition soient écartés. Ça rejoint les Ouattara là. Donc c'est une stratégie. J'aurais aimé qu'il organise bien la démocratie au Bénin avec un appareil électoral et que tous les candidats crédibles soient candidats validés et qu'ils puissent gagner l'élection. Je rappelle en terminant, aux États-Unis, Donald Trump était frappé par plusieurs chefs d'accusation, plusieurs procès contre lui. Si la justice voulait se comporter comme en Afrique, Donald Trump n'allait jamais être candidat pour sa deuxième mandature. La justice a marqué le pas pour que le peuple qui est souverain, au nom de qui la justice est rendue, parce que souvent les gens oublient ça, les magistrats oublient cela, ils rendent la justice au nom du peuple. Si le peuple dit, je veux Thiam, je veux Gbagbo, je veux Blé-Bouté, je veux Assalé Teboko, je veux laisser tous se présenter et que le peuple tranche. Et j'ai dit. Alors, à quoi s'attendre les semaines à venir selon vous et quelles sont les prochaines étapes institutionnelles? Bientôt, je pense, l'opposition va s'organiser. En tout cas, la société civile, nous, on se prépare à cela. Chacun va envoyer ses propositions. Nous, on en a. Et au moment opportun, nous allons les dévoiler pour que la Côte d'Ivoire se dote d'un appareil électoral crédible, autonome, indépendant pour juger des prochains candidats et pour permettre aux Ivoiriens de se prononcer et que le choix des Ivoiriens soit proclamé et que le meilleur gagne l'élection. C'est ce qui va arriver. Donc, nous nous préparons à cela. Moi, je pense que dans les prochains jours, le Parlement de Côte d'Ivoire devrait se saisir de la situation pour entériner, si vous voulez, valider, j'allais dire pour conformiser, hein, je me permets ce registre-là, pour conformiser la décision de M. Ouattara, pour la rendre conforme à la loi. Et puis, à partir de là, on va organiser des assises nationales. C'est à cela que j'appelle M. Ouattara à organiser des assises nationales, un dialogue national inclusif, avec toutes les forces vives. Le militaire Guy Robert, il l'a fait. Quand il est venu, ils ont fait le coup d'État en 99, ils ont dissous la Constitution, ils ont dissous le Parlement, à la limite même les partis politiques. Mais il a appelé les forces vives à s'asseoir pour élaborer une nouvelle Constitution. Lui, militaire, Guy Robert l'a fait. M. Ouattara, qui se dit démocrate, qui vient du FMI, devrait pouvoir le faire. Pour que même à son départ, au moins l'histoire retienne qu'il a doté la Côte d'Ivoire d'un instrument, d'un organe capable de crédibiliser les élections en Côte d'Ivoire. Au moins, on lui devra cela parce que on parle. La Deuxième République a été construite par un militaire, Guy Robert. La commission électorale indépendante, c'est finalement un militaire qui nous l'a donné. Qu'est-ce que M. Ouattara nous a donné? Qu'est-ce qu'il va nous laisser? Voilà les enjeux.
Et Nous j'ai sommes à la fin donc de cette première partie de notre émission. L'héritage, on le connaît aujourd'hui, laissé par le président Ouattara. C'est vrai que je ne suis pas tout à fait d'accord tout le temps avec vous, mais dites-nous, quel est votre mot, votre message à l'endroit donc de la diaspora africaine que vous suivez en ce moment et surtout les Ivoiriens qui vous suivent sur les chaînes afro. Merci beaucoup. Merci. Et c'est en cela que ces genres d'émissions, ce sont des débats. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec mon point de vue, mais je le donne et je l'assume et je le développe. Donc, je suis tout à fait fier de mes prises de position tant qu'elles sont conformes avec les lois de mon pays, tant qu'elles sont conformes avec les principes de la démocratie. La démocratie est universelle. M. Ouattara n'a pas inventé la démocratie. Elle a des règles. Voilà. Tout le monde peut compétir. C'est le peuple qui choisit. On n'élimine pas ses adversaires. Mon message à la diaspora, c'est vraiment d'agir pour que nous puissions bâtir une nouvelle démocratie en Côte d'Ivoire, gage de paix. Nous venons de très loin. En 25 ans, nous avons enterré nos morts. On a pleuré Diokwe. On a pleuré toutes ces villes qui ont été martyrisées. On a pleuré plus de 3000 morts à cause d'une commission électorale qui n'a pas joué son rôle. Mais au-delà des commissions électorales, je veux parler aux Ivoiriens. Je veux parler à chaque cadre. C'est nous qui sommes les garants de l'avancée de nos pays. Si les autres pays évoluent, c'est pas que il n'y a pas de corruption là-bas. C'est pas que non, mais quand même les gens font l'effort de respecter les lois. L'Afrique n'est pas maudite. Ne soyons pas des Africains maudits. Parce que si nous tous, on est happés par la corruption. Regardez, j'ai écrit un livre. Afrique, liberté, conditions pour une Afrique libre et émergente, qui est sorti aux éditions universitaires européennes à Berlin. Dans ce livre-là, j'explique. On parle de Ouattara et dictateur. Ouattara et ceci. Mais autour de Ouattara, il y a des cadres, il y a des intellectuels. Il y a même quelqu'un qui a été mon ministre de l'enseignement supérieur, puis je suis enseignant du supérieur. Monsieur Cissé Bakongo, il a été bien mon ministre de l'enseignement supérieur. Donc, autour de M. Ouattara, il y a des hauts cadres. Pourquoi vous privilégiez vos intérêts personnels, vos intérêts partisans, au détriment de l'intérêt national? Vous êtes content quand il y a les morts? Vous êtes content quand vous tripatouez les élections pour vous afficher au pouvoir? Pour être des ministres? Pour être des députés? Sans valeur. Parce que vous violez tout. Je ne suis pas fier, moi, de ce que vous êtes. Et vous-même, remettez-vous en cause. Si vous avez une jugeote, mais si vous avez un peu de dignité, mais si vous avez un peu de foi, comprenez que les conditions dans lesquelles vous dirigez le pays ne sont pas justes. Parce que vous avez exclu les autres. Et ce n'est pas de la démocratie. Et j'ai dit. Merci, Dr Boga Sako Gervais. Nous allons faire une pause de 30 secondes, revenir juste après, une occasion pour vous permettre de vous ressourcer très rapidement. Et on va aborder donc la seconde partie de la relève. Est-elle assurée après donc le président? Serait-elle assurée? Et donc vous répondrez à toutes les interrogations. On revient juste derrière. Merci à tous et à chacun de vous. Restez toujours des nôtres, ne bougez surtout pas. Et on se ressource, on revient juste derrière ceci. Chaque semaine, la rédaction d'Afro Web TV vous propose un condensé de la